Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro d'Ecorama, l'émission qui vous simplifie l'économie sur Boursorama. Aujourd'hui, l'interview exclusive de Luca De Meo, directeur général du groupe Renault à l'occasion de la présentation du plan stratégique pour 2025, entretien en partenariat avec le JDD. Bonjour Luca De Meo. Bonjour. Merci d'être là avec nous. À mes côtés, ma consoeur du JDD, Marie-Pierre Kandal. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour David. Alors, vous venez donc de présenter et de passer, on peut dire, un peu votre grand oral après 6 mois d'entrée en fonction chez Renault, donc plan stratégique 2021-2024. S'il ne fallait retenir qu'une seule chose, une seule, on rentrera dans le détail après. Moi, ce que j'ai retenu en tout cas, c'est que Renault sera plus rentable et plus vert. Mais bon, peut-être pas ça qu'il fallait retenir. Moi, je pense que la chose à retenir, c'est qu'on accepte conceptuellement que le monde de l'automobile et de la mobilité va changer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on engage. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. Ouais. Avec quand même l'idée, là on est dans la stratégie, on est dans la finance aussi, cette révolution stratégique, c'est de vendre plus cher vos voitures, quitte à en vendre moins. C'est ça la formule, pardon, c'est un peu court, mais c'est ça l'idée. Non, c'est ce qui a été retenu, mais en fait, l'idée, c'est que dans les plans précédents, on avait misé sur une croissance de volume très importante sur laquelle on avait construit le plan. Et puis la vérité, la réalité nous a rattrapés et on n'a jamais atteint ces volumes. Et donc dans ce plan, on construit la chose au contraire en disant on ne va pas miser sur la croissance, mais on va essayer de mettre la boîte, de travailler sur la qualité et faire un modèle de business qui nous permette éventuellement, s'il y aura de la croissance, de faire de l'argent. C'est un peu le contraire, si vous voulez. Donc on essaie de plafonner un peu l'idée de la croissance en considérant aussi que les marchés, avec la crise, on ne pense pas qu'ils vont revenir au niveau précédent très très rapidement. Donc il vaut mieux faire un peu de régime, se concentrer sur les business qui marchent bien, qui dégagent de la marge. Et c'est ça un peu l'idée du plan. Et en plus, on ouvre sur le futur. C'est-à-dire on essaye d'imaginer comment on peut pivoter une partie de la boîte sur les nouvelles chaînes de la valeur. Marie-Pierre ? Donc, autrement dit, entre vendre, vous venez dire que vous passiez d'une logique de volume à une logique plus ciblée, enfin plus rentable. Ouais. Donc, entre vendre 2 millions de voitures avec une marge de 8% et la situation actuelle où vous êtes à peu près aux alentours de 3 millions de véhicules vendus. Non, mais 2 millions, c'est un exemple. C'est-à-dire, voilà, est-ce que finalement, en vendant 1 million de moins, mais non plus avec 5% de marge qui était la marge de Renault en 2019, voilà. On n'a pas pris celle de 2020, parce que bon, mais qu'est-ce que vous préférez ? Vous préférez... Non, écoutez, le grand problème, ce n'est pas le 50%, le 30% en moins, c'est peut-être les 5 ou 10% que tu vas chercher qui, en fait, ont un impact sur toute la qualité de ton business. Ça, il suffit de demander à un concessionnaire. C'est les dernières 10 voitures qui leur manquent, qui finalement cassent tout le système. Et on essaye d'aller chercher de la qualité du business. Il y avait des pays un peu partout dans le monde où on essayait de chercher le point de part de marché en plus. Et pour faire ça, on cassait toute la baraque. Donc c'est ça qu'on ne veut pas faire. Quand on regarde le plan, on n'a pas déclaré des volumes, mais on va croître en termes de volume par rapport à même avant la crise. Même parce avant qu'il y a, la crise. bien sûr, parce qu'il y aura beaucoup de nouveaux modèles, mais on ne dit pas qu'on double. On ne construit pas le plan en disant qu'on va doubler les volumes, parce que pour faire ça, on pousserait trop et on préfère faire sans de la avoir marge. la demande en face. Exactement. Et donc ça, c'est un peu l'histoire. On faut pas être naïf quand même. L'automobile, c'est une industrie de volume, donc très intensive en termes de capital. Donc on n'est pas là pour rendre Renault une marque de niche, ça c'est clair. Mais vous n'êtes pas là non plus pour perdre des volumes. Pour perdre de l'argent, oui. Et, pour perdre de l'argent. Pour perdre de l'argent. Est-ce que vous trouvez que Renault aujourd'hui dépend trop des petites voitures Oui, ça c'est clair. Non, mais la Clio, la Capture. Oui, mais vous voyez, en fait c'est un problème historique. C'est-à-dire c'est presque. Pardon, je coupe, des véhicules qui ne sont pas assez margés. C'est ça l'idée. Exactement. Pardon, on dit les choses, hein, mais c'est ça. C'est comme voiture trop petite, pas assez margée. Mais si on fait la comparaison entre la performance de nos voisins et nous sur les derniers 5 ans, ce qui nous manque, la moitié du problème, il est lié au fait que sur le segment des voitures moyennes, on n'a pas eu la performance qu'ils ont eue. Moyenne, c'est le segment C. Segment C, non, je ne voulais pas utiliser segment C parce que c'est quoi la voiture moyenne ? C'est une voiture familiale, quoi ? C'est une voiture de la Mégane, du Kadjar, etc. Donc si on était capable d'être plus fort
comme on a en tête de faire sur ce segment, on a déjà réglé une bonne partie de l'histoire. Parce que ce segment-là est plus profitable. Bien sûr. Véhicule plus cher, plus profitable. Exactement. En moyenne, j'ai vu ce chiffre, je ne sais pas s'il est vrai, hein, Luca De Meo, sur le panier moyen attendu en hausse de 7 000 € parce que vous vendrez plus de gamme C que de gamme A et B. Il y a deux effets. Un, ça ne veut pas dire que le prix de la voiture va augmenter de 7 000 €. Hein. Exactement. Donc, oui, exactement. C'est vrai que c'est un peu difficile de comprendre techniquement, mais il y aura deux effets dans ça. Un, c'est l'augmentation moyenne de la taille des voitures qui fait qu'elles coûtent plus cher. Et deux, dans cette phase, on va avoir beaucoup d'électriques, on va avoir beaucoup d'hybrides. Et donc, les voitures vont devenir plus chères en général pour tout le monde. Ça, c'est quelque chose que pas beaucoup de monde a en tête, mais toutes les... Au-delà de Renault. Au-delà de Renault, bien sûr, parce que pour atteindre les niveaux d'émissions qui nous sont demandés, c'est-à-dire beaucoup plus bas, il faut mettre beaucoup de technologie. Un moteur électrique avec la batterie, ça vaut 3-4 fois le prix d'un moteur à combustion classique. Batterie qui n'est pas française, vite en passant. Batterie qui n'est pas française. C'est là où ça fait mal, c'est que la valeur ajoutée aujourd'hui d'un véhicule. Oui, je pense que. Il vient de sa batterie qui est produite en Asie. Après c'est vrai qu'il y a trois éléments dans la valeur d'une voiture électrique ou d'un impact de batterie. Il y a la chimie, qui n'est pas produite. Elle le sera parce qu'il y aura des usines de batterie. Il y a le pack avec toute l'électronique et tous les systèmes pour la gestion des températures, etc., et la sécurité. Et après, il y a le software. Et je peux vous dire que la valeur ajoutée, elle est aussi dans ces deux choses. Et ça, par exemple, à la capter, évidemment. Évidemment. Ouais. Qu'est-ce qui vous dit que le consommateur, donc au-delà du cas de Renault, mais en l'espèce Renault, sera prêt à payer plus cher sa voiture? Comment rendre, et la question derrière, c'est comment rendre les Renault plus attractifs, plus sexy, comme on dit aujourd'hui? Ça, on est en train de faire. Je pense que la réaction aux voitures qu'on a montrées hier dit qu'on est capable de faire ça. Renault est une boîte très créative qui a fait des voitures historiques. Donc je pense qu'on peut faire. C'est justement une des choses à faire. Et sur la première question, quand vous me dites oui, mais les voitures vont devenir plus chères, donc les gens ne vont pas acheter parce qu'il n'y a pas de pouvoir d'achat, surtout dans cette phase-là. C'est ce que j'allais dire. En plus, on est dans une baisse de pouvoir d'achat. C'est justement la raison pour laquelle on ne dit pas on va exploser les compteurs en termes de volume. Donc et pourquoi les marchés ne vont pas revenir si rapidement que ça? Parce que les voitures vont devenir plus chères. On aura aussi un switch sur le marché des véhicules d'occasion, etc. Ça va être le cas. C'est déjà le cas. Et indépendamment de la crise sanitaire et des rebondissements qui ont frappé Renault ou qui ont agité Renault depuis 2 ou 3 ans, on entend aussi depuis longtemps cette petite musique de la montée en gamme qui doit pouvoir résoudre plein de problèmes stratégiques. Et en fait, ça ne s'est jamais vraiment réellement traduit dans la réalité. Est-ce que là, vous pensez que c'est atteignable? Pourquoi avec vous, ça va marcher, alors que ça n'a pas marché avant? Non, mais bon, sur le segment, il faut pas personnaliser ces choses-là. Je pense que... Non, avec votre stratégie, si vous préférez. Disons que je crois qu'une bonne présence de la marque Renault, et même de Dacia, parce qu'on ouvre un peu aussi la possibilité à Dacia, et avec Alpine, etc., de se prendre une présence dans le segment des voitures moyennes, donc dans le segment C, c'est tout à fait légitime pour Renault. On l'a déjà fait quand j'étais là il y a 25 ans. Je me rappelle du lancement de la famille Mégane. C'était conceptuellement quelque chose d'extraordinaire avec 6 ou 7 carrosseries sur la même plateforme. Et Renault était revenu, avait repris le leadership, était quand même un des... Quel véhicule peut vous faire reprendre le leadership? Moi, je pense des voitures... ce qu'on nous on appelle techniquement des crossovers de 4 mètres 50, 60. On a 3 ou 4 dans le plan qu'on n'a pas à montrer. Et je pense que dommage. Mais bon, il ne faut pas tout montrer au début. Donc, non, on a montré en fait 3 voitures, mais on a dans le plan 24, 25. Donc, dans le pipe. On voit là la R5 électrique. La révolution, enfin si la révolution et la modernité chez Renault, et là je vous taquine un peu, mais c'est volontaire, ça passe par remettre au goût du jour la R5, certes en électrique, star des années 70. C'est vraiment ça la révolution, où certains diront qu'on vous voit venir évidemment si vous voulez nous refaire le coup avec succès de la Fiat 500.
Bon, ça c'est facile quand même. Ah bah, oui, mais on n'allait pas vous rater. Mais en fait, si vous mettez une voiture à côté de l'autre, elles n'ont rien à voir. Ce qui reste, le concept du néo-rétro. Moi, j'aime pas l'idée du néo-rétro. Je pense qu'il y a des codes esthétiques qui rappellent une voiture, disons, culte ou iconique de la marque. J'ai toujours été convaincu que l'âme des constructeurs automobiles est dans les racines. Donc, si tu reconnectes avec les racines, tu retrouves l'âme. Et si je vois les réactions du public à l'annonce d'hier, ça me confirme un peu ça. Maintenant, on parle d'une voiture complètement différente, on parle d'une voiture électrique, donc on ne met pas ça au goût du jour. On essaye de... Je vois plutôt ça comme la voiture qui pourrait rendre les voitures électriques populaires. Et c'est ça le défi. Comme à l'époque... à un prix accessible à tous. Exactement. Alors c'est quoi? C'est moins de 20 000 euros? Mais je pense qu'il faudrait viser entre les 20, disons entre les 20 et 30 000 euros, mais pas aller plus loin que ça. Je veux dire, c'est ça un peu ce qu'il faudrait faire pour rentrer vraiment dans le marché et pour faire des véhicules qui soient comparables en termes de prix aux voitures à combustion d'aujourd'hui. Produites en France, avec une batterie asiatique? Mais ou française? C'est un thème de évidemment, si on produit la voiture en France, chose qu'on a envie de faire, même avec tous les challenges d'un point de vue de coût, évidemment, ça marche si on est capable d'établir et construire une usine de batterie en France. Ça c'est clair, parce que c'est des coûts de logistique. À terme, peut-être on aura peut-être des thèmes de taxation du CO2, donc il faut qu'on se... Il y a une usine, il y a un consortium là avec Total et... oui, c'est dedans. Mais vous avez appelé à l'aide hier. Oui. En présentant votre plan, vous avez dit il faudra m'aider. Si on veut que la voiture électrique... Mais il faudra m'aider. Nous, on peut rien faire, nous. Non, on pourrait faire, oui. Les consommateurs peuvent faire, mais bon, ils ne peuvent pas tout faire non plus. Vous appelez l'État à l'aide, pour le coup, pour j'appelle à l'aide tout le monde parce que de produire une voiture comme ça, avec les objectifs qu'on a en termes de coût pour avoir un prix populaire, ça va demander l'effort de tout le monde, y compris à partir de l'ingénierie jusqu'aux représentants aux syndicats, les gouvernements locaux, l'Europe, etc. Parce que je pense que c'est un projet assez stratégique au niveau européen, parce que ça veut dire qu'on est capable de démocratiser la voiture électrique, et ça se fait avec des petites voitures. Les petites voitures, ce sont en Europe. Donc c'est un enjeu assez important. Sorti en 2023, pas avant la Renault 5 électrique, la R5. Oui, 24. 2023-2024. Donc la voiture électrique à moins de 20 000 euros attendue chez Renault, c'est pas celle-là? Mais on peut attendre beaucoup de choses, mais ça viendra. On aura une voiture Renault électrique à moins de 20 000 euros. Je pense qu'il faut considérer une chose, c'est que le coût de batterie va baisser. Donc, et ça, à quelle échéance à peu près? Il faut considérer que nous, par exemple, sur l'expérience de la Zoé, on a divisé par 2 en 10 ans. Donc il faut imaginer ça. C'est pas comment dire, pour l'instant, avec cette chimie qu'on a, c'est pas une technologie qui a une dynamique en termes de réduction ou de performance comme les ordinateurs, les chips, donc avec la loi de Moore. Donc c'est quelque chose d'incrémental, comme on dit, incremental, donc ça va baisser comme ça. Batterie asiatique, pardon, j'insiste là-dessus, ce ne sont pas des batteries françaises. Là on parle de baisse du coût de batteries asiatiques. En général, batterie asiatique, n'importe quelle batterie. Donc j'imagine qu'en 10 ans, on pourra encore couper par 2. Il y aura un moment où une voiture électrique aura un coût qui croisera celui des moteurs à combustion plus sophistiqués. C'est quand ça encore, la même question? Mais je pense que on peut imaginer que ça peut être 25, 26. C'est le premier qui arrive à faire ça. Ouais. Donc assez vite. Enfin, exactement. 25. Donc, le premier qui arrive à faire ça a gagné. Et ce produit-là pourrait être, pour dire, un vecteur de ce changement. Aussi parce que les voitures citadines n'ont pas besoin de batteries énormes, parce qu'on n'a pas besoin de 600 km d'autonomie pour faire ça. D'ailleurs, la Zoé a passé le cap des 100 000 en 2020. Oui, ça c'est une très bonne nouvelle. Donc vous êtes leader en fait sur l'électrique déjà. On est leader en électrique. Il faut conserver cette avance. C'est ce qu'on a dit hier. Je pense qu'on travaille dans le plan. Si tout marche bien, je pense qu'on peut viser à être la marque la plus verte en Europe. C'est un peu ce qu'on s'est donné. Devant les groupes allemands, devant... Oui, parmi les grands, oui.
parmi les grands. On est quand même des grands players. Sur l'identité de chaque marque, il faut, enfin, si j'ai bien compris, il faut comment dire, la réaffirmer, bien la positionner. S'il fallait résumer en quelques mots, Renault, Dacia, Alpine, et il m'en manque une, c'est Mobilize. Ah oui, il y a l'ADA et Mobilize. Mais bon, en quelques mots, si on devait résumer le positionnement de chacune des marques. En quelques mots, pour Dacia, on utilise tout simplement. Ça veut dire que c'est une marque assez accessible qui va rester une marque simple, marque Dacia. Okay. Dacia. Et pour Renault, j'ai envie de, d'utiliser la grande créativité que je trouvais dans la boîte, que j'ai retrouvée dans la boîte, et le fait que Renault, c'est une marque très proche des gens. Et je pense que nous, il faut qu'on injecte un peu de modernité dans le système. Je crois que Renault a un rôle assez important pour tirer tout le système dans la modernité. Et c'est ça le positionnement de Renault. Pour moi, maintenant, Alpine, c'est plus... 100% électrique. Sportif et 100% électrique. Exactement. C'est plus de la nostalgie années 60. C'est l'occasion. Pardon ? Vous parliez des racines. Oui, mais ça reste, il reste des éléments. Dans ce cas-là, ça me donne l'opportunité vraiment de jouer le futur. C'est-à-dire, on part d'une feuille blanche ou peut-être d'une feuille bleu France, mais vide, où on peut complètement changer et redessiner un modèle de business différent en misant sur l'électrique, mais en faisant d'autres choses. En misant sur de nouvelles personnes aussi, à la tête d'Alpine. Oui. Ça passe aussi par ça. Ça passe aussi par ça. Il y a une belle équipe maintenant, donc je suis très content. C'est normal, c'est vous qui avez choisi. Oui, mais je pense qu'il y a... C'est-à-dire que depuis votre arrivée, vous avez construit votre équipe, ça y est ? Oui, et je pense qu'il y avait des grands talents dans la boîte. D'ailleurs, les gens que vous avez vus hier, c'est tous des gens de Renault. J'essaye de faire le travail que peut faire un entraîneur, de dire, OK, c'est ça le capital humain que j'ai, et je les mets dans cette position sur le terrain de jeu. On change le module. C'est le coach. Moi, je me vois un peu comme ça, oui. Et on vous décrit souvent comme un car guy, comme un monsieur auto. Oui. Hein. Coach car guy. Vous rappeliez que vous étiez passé chez Renault, mais vous êtes aussi passé chez Seat et Fiat, enfin Volkswagen. J'avais Toyota, vous êtes passé, toutes les marques de Fiat, Volkswagen, Audi, Seat. Il manquait sur le CV, il manquait Renault, il dit bon, j'y vais. Non, non. Ah, il y était avant. Ça, c'est pas. Non, j'étais avant. Qu'est-ce qui manque encore là ? J'ai seulement fait un tour, là, et puis je suis revenu à la maison. Et quels sont de tout ce parcours, quelles sont les leçons ? Enfin, les leçons, c'est peut-être un terme un peu réducteur, mais qu'est-ce que vous pouvez apporter à Renault ? Qu'est-ce que dans toute votre expérience, dans tout ce que vous avez vu, toutes les révolutions que vous avez déjà connues, qu'est-ce qui vous paraît... J'espère pouvoir amener toute mon expérience. Moi, j'ai beaucoup de passion pour cette industrie. Je trouve que cette industrie est un peu méprisée, mais je pense que c'est une industrie qui a vraiment un rôle assez important dans la société, dans le bien et dans le mal, mais qui a un impact important, qui a un impact sur l'innovation, qui a un impact sur le travail, qui en fait c'est un mix entre un truc très technique mais aussi très consumer. Donc je trouve, moi je suis amoureux de l'industrie de l'automobile. J'aurais pu changer 50 fois, mais j'étais un peu Vous n'auriez pas changé de secteur? Non, j'adore l'automobile et la possibilité pour quelqu'un comme moi qui, depuis qu'il avait 5 ans, voulait travailler dans l'automobile, de pouvoir aider une boîte historique européenne ou mondiale et française évidemment à se remettre dans la position qu'elle mérite, pour moi c'est un privilège énorme. Et donc je prends la chose très au sérieux et je sens la responsabilité de ça. Ce que j'amène, c'est certainement moi j'ai vu beaucoup de gens chez Renault qui sont là depuis toujours, ce qui est très bien, parce qu'ils connaissent la boîte, ils connaissent les choses, mais peut-être j'ai vu d'autres endroits. Donc j'ai fait le tour et je peux des fois regarder les choses d'une autre perspective. Peut-être ça aide le dialogue. Et à propos d'un autre héritage, enfin l'autre perspective, Renault, le groupe, depuis même plus d'une décennie, on entendait le mot alliance, on entendait Renault-Nissan. Oui. Quelle est cette part-là de l'héritage? Autrement dit, quel rôle Nissan peut jouer aujourd'hui dans le... Vous savez, s'il y a une chose qui a changé, parce que j'ai retrouvé beaucoup de gens qui travaillaient avec moi il y a 25 ans, et j'ai retrouvé cet esprit un peu familial, humain, sympathique, un peu fou et créatif dont je me rappelais.
Mais s'il y a une chose qui a changé chez Renault, c'est que c'est devenu une boîte beaucoup plus internationale. Je veux dire, tu rentres dans une réunion, il y a une personne qui ne parle pas français et les gens, immédiatement, ils tournent à l'anglais. Et ça, c'est un héritage de l'Alliance. De l'Alliance. Et donc, je pense que les gens, ils ont voyagé, ils ont travaillé au Japon plutôt qu'au Brésil, plutôt qu'en Russie, etc. Donc, c'est devenu une boîte, et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. Maintenant, l'Alliance, pour moi, est importante. Je pense que si jamais on se sépare, chose qui n'arrivera pas, on descend les deux dans la deuxième division de l'automobile. Donc, vous visez la Ligue des Champions. Et là, on joue la Ligue des Champions ensemble. C'est la vérité. Donc moi, la dernière chose que je veux faire, c'est créer les conditions pour que le truc ne marche pas. Je suis un gars assez, disons, pragmatique. Donc je connais le Japon, le style de management japonais. J'ai travaillé 5 ans chez Toyota. J'étais tout le temps là-bas. J'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'ils ont fait dans le monde de l'automobile. Il faut se rappeler l'automobile japonaise il y a 50 ans. Donc ils ont fait ce truc miraculeux. Et je sais aussi que les Japonais, ils aiment bien les discours très concrets. Donc ce que je suis en train de faire, c'est d'essayer, avec l'aide de Jean-Dominique, Jean-Dominique Sénard. Oui, de Sénard, Jean-Dominique Sénard, notre président, d'amener la conversation sur des trucs assez concrets, des projets, des choses qui sont restées dans le système, qui traînent et qu'on n'arrive pas à résoudre depuis des années, et un après l'autre, essayer de le résoudre. C'est peut-être notre coexistence dans un marché, une usine où on pourrait partager la ligne, une plateforme, une décision sur quel type de batterie on va mettre dans les voitures pour avoir de l'échelle, etc. Mais la dimension, je disais hier, l'accès, le potentiel d'accès, le reach, on dit en anglais, que l'Alliance nous donne, c'est un truc incroyable. C'est vraiment l'opportunité qu'on a, parce qu'on joue la finale de Champions League. Bon, la finale de Ligue des Champions, évidemment, il faut la gagner en plus. Il faut seulement y participer, il faut la gagner derrière. Hein. Merci de me le rappeler. Non, mais je pensais au PSG. Je suis encore traumatisé l'été dernier. Il n'y a pas un Italien aussi qui est arrivé. Moi, je suis de la Juve, donc ça fait des années qu'on essaie. Donc, pourtant, je comprends la souffrance. Bref, sur les objectifs financiers, parlons-en. La marge opérationnelle en objectif, c'est 3% en 2023, 5% en 2025. Des objectifs qui ont déçu certains analystes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, 5%, c'était le niveau simplement de 2019. Il n'y a rien de super excitant. Oui, il faut dire que le cycle en 2015, 16, 17, 18, 19 était un cycle positif. Si on regarde la performance historique de Renault... C'est pas 5%. C'est pas 5%. Ouais. OK, premier. Deuxième, c'était pas structurel, c'est-à-dire ça devenait un peu anecdotique. Alors que nous, ce qu'on est en train de dire avec le plan, c'est que quand on y va, on reste là-bas, et à ce niveau-là. Et donc, on est en train de construire une boîte qui est capable de générer ce type de marge de La façon moyenne consistante. du secteur en termes de profit, de rentabilité, de marge. Ça dépend des années. On va voir en 2020, mais ça ne va pas être à ce niveau. Hors année 2020. Hors année 2020. Je pense, ça dépend de... Le premium, c'est 8-10. Exactement, et le volume, c'est 3-4, etc. Enfin, PSA a réussi à faire du 7-8. Oui, PSA, c'est une exception. Ils ont fait un travail extraordinaire. Et donc, on les regarde avec beaucoup d'admiration et on va essayer de faire aussi comme eux, ils ont fait. Vous les prenez souvent en référence, hein ? Oui, c'est bon. Je pense que c'est une bonne référence. C'est le modèle à suivre. Entendre le patron de Renault dire le modèle à suivre, c'est PSA. Non, mais ceux qui ne sont pas les experts, ils disent waouh. Mais laissez-moi comment dire, commenter sur ça, parce que je pense qu'il y a, même en interne, ça embête les gens que je dise ça. Mais je sais que c'est exactement la façon de les motiver, parce qu'il y a quand même une rivalité plutôt saine. Première chose. La deuxième chose, c'est que nous, on va quand même, et moi j'en suis totalement conscient, on peut les considérer comme une référence, regarder qu'est-ce qu'ils font, mais on va quand même faire les choses à la sauce Renault. C'est-à-dire, quand on parle de Renaulution, c'est qu'il y a le mot Renault dedans. Vous voyez, donc moi je sais très bien, parce que je suis très conscient de la force de la culture dans les boîtes automobiles. Il faut toujours respecter ça. Il ne faut pas penser de pouvoir convaincre 180 000 personnes qu'il faut faire les choses comme Volkswagen plutôt que Fiat, plutôt que Toyota. Il faut respecter la culture. Et donc, nous, on va le faire à notre style. Voilà.
Bon, J'ai on l'a pu me compris. défendre un peu. Oui, oui, de votre temps d'ailleurs. De votre provocation. Mais oui, c'est fait exprès. La priorité donc, Luca De Meo, on a compris, c'est la profitabilité, c'est une des priorités. Est-ce que ça veut dire, s'il le faut, nécessairement aussi abandonner peut-être des segments, des marchés pour Renault? Oui. Lesquels? Lesquels, ça dépend, mais par exemple, les petites voitures, c'est difficile en Europe. Les petites. Donc les petites, c'est Twingo? Oui, c'est des voitures du segment A. Et ça donc va les être Twingo difficile. chez Renault, c'est terminé? C'est pas terminé, mais parce qu'on va en produire pendant longtemps. Mais je pense que c'est un segment où tu peux être présent de façon profitable seulement si tu as de l'électrique. Donc la gamme A sera OK pour Renault, mais en électrique? En électrique, par exemple. Il y a les monospaces, c'est un segment qui était, il y a 20 ans, avait un énorme succès. Maintenant, c'est comme ça. Qu'est-ce que je pense? Parce que j'ai pas d'argent. Finalement, les deux extrêmes, c'est deux extrêmes, finalement. Oui. Renault va devoir peut-être, là on parle pour le coup voiture et pas marché. Oui. Sur le plus premium et l'entrée de gamme, Renault sera moins présent hors électrique pour l'entrée de gamme. Oui, je pense que si vous parlez de l'espace, c'est un segment qui fait 1,5% du marché européen, je veux dire. Donc, on vend 11 000 espaces, 10 000 espaces. Oui. Et le premium de Renault, c'est quoi alors le premium? Mais je pense qu'on est sur la plateforme du segment C, on peut faire des choses que tu peux appeler premium. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'aime pas utiliser le mot premium pour une marque comme Renault. Renault, c'est une marque pop, c'est une marque populaire. Pop comme populaire, oui. Voilà, donc allez, imaginez que Renault... donc vous n'irez pas sur la chasse gardée allemande des voitures premium Bon, on a déjà eu ça. Oui. On a déjà eu ça plusieurs fois. On n'a jamais arrivé. Donc, il vaut mieux se concentrer sur les trucs que les gens attendent de nous. C'est qu'on soit très fort sur les voitures compactes, qu'on soit très fort sur les voitures de prix et de taille moyenne. Et il nous manquait la jambe des voitures de taille moyenne. Et maintenant, vous allez voir, prochaines années, qu'est-ce qui va arriver. Elle va être musclée cette jambe. Et sur les marchés que Renault est prête à abandonner. Les marchés plus prioritaires. Moi, je dis que quand je suis rentré dans la salle de design le 2 juillet, j'ai vu... Dès les premiers jours? Oui, bien sûr. Ouais. Tout de suite. C'est le cœur de... Le produit, ça fait sonner. Donc, j'ai vu peut-être 35 modèles. Il y en avait, la majorité était pour des marchés à droite, à gauche, que structurellement ne peuvent pas générer la marge. Des noms de pays. Pourquoi vous voulez que je vous dise des noms de pays? Si vous le savez. Genre on est là, dans ce pays-là, et on va en sortir parce que mais ça va foutre la panique dans les équipes. Je pense que c'est pas trop fair de faire ça, mais eux, ils savent très bien. Si je vois pas de profitabilité potentielle dans un pays, on a déjà dit qu'on sort. Mais je vais pas faire la liste ici à la télé. Mais vous le savez. Dans votre tête, bien sûr que je le sais. Et après, je les stimule pour voir s'ils sont capables de trouver la solution, de changer d'approche au marché. Et peut-être, le critère, il est très simple. On a besoin de marge, on a besoin de faire du cash. Il est très simple. Ouais, et on a besoin de battre les promesses et les targets qu'on a donnés, parce que vous avez dit avant que peut-être quelqu'un était déçu. Je pense que la performance est plus qu'honorable à ces niveaux-là, compte tenu de l'histoire de Renault. Mais nous, on considère ça le minimum syndical. Les 5% de marge. Les 3 et les 5, on considère qu'on est solide sur ces chiffres et on va essayer à partir de demain de faire mieux. Mais voilà. La marge, ça passe par le cash, justement. Et justement... la marge par le cash et donc les économies. Et donc les économies. Oui. Et vous avez aussi annoncé pas que des nouvelles, comment dirais-je, de croissance. Et vous avez aussi dit qu'il allait falloir serrer la ceinture. Forcément, le plan d'économie. 500 millions de plus pour un total de 2,5 millions d'euros d'ici 2 ans, 2023. Oui. Et 3 millions d'ici 2025. 3 milliards. 3 milliards, pardon. Et donc 1 milliard de plus. 2 milliards 5 et 3 milliards, excusez-moi. 1 milliard de plus que prévu à horizon 2025. Donc, où est-ce que vous allez couper? Est-ce qu'il y a des... Comment est-ce qu'on peut à la fois... Non, mais il dira pas. Bah, mais ça, c'est... Non, mais est-ce que vous allez couper partout? Est-ce que... on imagine... Non, mais je pense que... Vous savez, je pense que... qu'il y a beaucoup d'espace pour rendre notre boîte plus lean, okay? Oui. Plus souple.
Parce que en fait, Renault avait été structuré pour faire plus de 5 millions de voitures. Oui. Donc la maison, il y avait presque 6. Il y avait plus de chambres, il y avait plus de parce qu'on pensait avoir beaucoup d'enfants et beaucoup de une grande famille. Une grande famille. Ça n'a pas été le cas. Donc qu'est-ce que je voulais que je fasse? Il faut que je remette la boîte dans les dimensions, dans la structure qui lui correspondent pour quitte à un jour peut-être réouvrir une chambre. C'est ça la situation. Ça va être les prochaines 2 années. Oui. Okay, donc il faut qu'on aille dans un régime de 900 calories. Au début, tu vois les étoiles, mais après quelques jours, tu commences à te réveiller mieux, à te sentir mieux, etc. C'est ce qu'on doit faire. Malheureusement, ça vient à moi parce que je suis ici. Mais c'est vrai que quand vous voyez le plan qu'on a présenté hier, il n'y a pas que des économies. Il y a beaucoup d'idées. Il y a beaucoup d'ouverture. Les investissements, tout le plan, il est autofinancé. Et en fait, il est fait dans l'enveloppe qui était déjà prévue d'abord. Sauf qu'on essaye de faire les choses de façon plus intelligente. Par exemple, je vous donne un exemple, sur la partie produit, dans les produits, sans changer le nombre de voitures, peut-être de mettre les voitures sur d'autres segments, on va quand même réduire plus de 30% la complexité. Parce qu'on était devenu trop complexe et donc on faisait toutes les fois une chose différente et on recommençait et ça coûtait de l'argent, etc. On a des projets comme celui des Dacia et de Renault International, où on a 85% de ce qu'on appelle techniquement de carry across, c'est-à-dire qu'on utilise les mêmes, avec 85% des mêmes composants, on fait 7 modèles sur 4 usines sur 3 marques. Et ça permet de oui, on essaie d'optimiser. C'est ce que fait tout le monde. C'est ce que fait Tavares chez PSA. C'est ce que Volkswagen fait depuis longtemps. Et nous, Renault aurait dû faire depuis longtemps aussi. Et je ne vais pas avec les... Peut-être, je ne sais pas, on ne fait pas l'histoire, mais donc en gros, si on résume, en fait, au final, Renault, il faut en même temps monter en gamme et en même temps réduire les coûts. Oui. Certains diront gros challenge, d'autres diront mission impossible. Non, c'est pas. C'est un défi. On l'a un défi. Oui, mais les défis, c'est le truc le plus intéressant. Ouais. Un petit mot sur 2020, sur 2021. Sur 2020, les ventes de Renault ont baissé de 21% au niveau mondial, contre une baisse de 14%, ce qui veut dire que Renault a perdu des parts de marché. Au-delà de regarder dans le rétroviseur, c'est le cas de le dire. Si on regarde sur 2021, on se demandait si en 2020, Renault avait touché le fond de la piscine, et sur 2021... Est-ce que l'année qui s'annonce quand même difficile, ne serait-ce que par les 14 ou 15 premiers jours, est-ce que vous pensez que 2021... Comment vous voyez 2021 Je pense qu'il y aura un rebond, parce que ça... le 2020 était un annus horrible. En fait, la performance... Il y a couvre-feu à 18h en France, alors on parle de la France, mais possible confinement dans les 15 jours. Le gros impact, on l'a eu sur la première vague. La deuxième, on a bien géré, je pense. On a plus l'habitude et je pense qu'on a mis aussi en place les outils et les mécanismes pour pouvoir continuer l'activité. C'est clair que si on a un scénario encore super dramatique, comme tout le monde va être impacté, on espère que ce ne soit pas comme ça, mais on a la sensation qu'on pourrait avoir un rebond en 21, on pourrait avoir une année meilleure. Maintenant, le 20% par rapport au 14%, il faut être un peu plus précis. Nous, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en Chine, qui sont des marchés qui sont repartis. Et donc, nous, on était sur le périmètre le plus pénalisant. Européen. Européen. Mais en Europe, on n'a pas perdu la part marché. Mais en même temps, vous allez vous développer plus sur l'Europe. Donc, quelque part... Oui, mais ça va rebondir aussi. Ça va rebondir aussi. Il faut être un peu optimiste. On est tous là avec... Alors, soyons optimistes, on finit là-dessus. Sur Tesla, parlons de Tesla. Oui. Tesla, qui a vendu, je crois que c'est 500 000 voitures, je pense sous votre contrôle, oui. Valorisé 800 milliards de dollars en bourse, soit plus que tous les concurrents réunis. Cet indice est valorisé comme s'ils avaient vendu plus de 20 millions de véhicules. Et c'est quoi? Donc, ça vous fait rêver, ça vous laisse songeur, vous vous dites s'il y a une bulle, ça se finira mal. Ça vous inspire quoi, Luca? Non, beaucoup de respect pour ce qu'ils ont fait. Je veux dire, ils sont partis d'une feuille blanche, ils ont réinventé l'automobile, mais en vrai, Tesla, c'est pas une boîte d'automobile, c'est pas seulement une boîte d'automobile, c'est une boîte de tech, c'est une boîte d'énergie, de télécommunications, etc. Donc je pense qu'il y a tout derrière un nouveau modèle de business que d'ailleurs on évoque aussi nous dans le plan en disant il faut peut-être qu'on pivote sur des business qui sont
tangent à notre secteur, mais il faut qu'on se réapproprie d'une partie de la chaîne de la valeur et ne pas toujours... C'est comme ça qu'on peut s'inspirer de Tesla? Je pense qu'ils font un travail extraordinaire. Et après, l'explication de pourquoi ça vaut 800 milliards, c'est vous les experts. Moi, je fais des bagnoles et je vends des bagnoles, donc je ne suis pas un grand... Et à propos de vendre des bagnoles, ils viennent d'ouvrir une usine en Europe, ils attaquent encore... Ils n'ont pas ouvert encore. Ils sont en train de la finir, voilà, de mettre la dernière couche de... Évidemment. Non, mais bon, vous pensez que la menace, enfin la concurrence va... On n'est pas évidemment sur les mêmes marchés, sur les mêmes prix, etc. Mais c'est clair que c'est un compétiteur redoutable. Ouais. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui poussent l'enveloppe. J'aime ça. Qui poussent l'enveloppe? Oui, qui poussent qui vont plus loin. Moi, j'aime bien ça. Donc, Luca De Meo, il vend des bagnoles, mais peut-être qu'il achète des bagnoles. On finit là-dessus. À titre personnel, il roule en quoi? Je roule en Zoé. À titre personnel. À titre personnel. Bon. Tout le monde dit que je roule en Lamborghini, comme ça, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais quand vous faites un peu de kilomètres. Non, c'est pas vrai. Si vous faites... En fait, jamais. Je fais pas trop de kilomètres. Surtout que cette année, j'ai changé de ville et de toute façon, j'ai pas trop bougé de Paris en gros. Merci d'avoir été avec nous. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci Luca De Meo, donc interview du directeur général du groupe Renault. Merci Marie-Pierre. Entretien réalisé en partenariat avec le JDD. Émission retrouvée en replay sur Boursorama. Rendez-vous dès demain en direct à midi sur Boursorama. Merci. Merci. Merci.